Aujourd'hui, nous recevons Pierre Vermerin. Vous êtes l'auteur de ce livre « La France qui déclasse, les gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle ». Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire également. Vous êtes historien et professeur d'université Paris 1, Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. Donc vous avez écrit ce livre qui est sorti en mai dernier, en mai 2019. J'ai une première question, Pierre Vermerin. Vous écrivez que la révolte des gilets jaunes n'a jamais eu d'équivalent historique récent. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la spécificité, selon vous, de ce mouvement par rapport à cette idée-là? Quand je dis récent, effectivement, c'est la période contemporaine, donc 19e, 20e. On a été habitué au 19e en France à des grandes révolutions politiques, tous les 30 ans pratiquement, des révolutions à rebond, si je puis dire. Au XXe siècle, on a eu une histoire sociale très riche aussi en France, souvent prise en main par des mouvements syndicaux, la CGT, ou par des mouvements politiques comme le Parti communiste. Encore en 68, la grande grève ouvrière, elle était très encadrée par les institutions politiques. Et là, finalement, on n'a ni l'un ni l'autre. On a eu quelque chose qui nous renvoie finalement à la période de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une sorte de révolte fiscale qui a été causée par une augmentation inopinée, brutale du prix du diesel, sans organisation politique, sans leader, sans autre revendication qu'un grand cri de mécontentement, voire de souffrance, avec aussi la dimension territoriale, c'est-à-dire que les révolutions, traditionnellement en France, elles se font à Paris, elles partent de Paris et après elles se répandent sur le territoire. Là, c'est l'inverse. On a une révolution sociale, un mouvement social, disons, une jacquerie qui est partie des territoires ruraux, des petites villes, des villes moyennes, et qui à la fin se retrouve à Paris sur les Champs-Élysées. Mais vous voyez, donc tout ça me fait dire que c'est relativement inédit dans notre histoire contemporaine. Alors moi j'ai une question de part plus personnelle et on va revenir à ce mouvement-là. De par votre parcours, de votre cursus, pourquoi avez-vous été ou vous êtes toujours attentif à cette France périphérique? Qu'est-ce qui vous a poussé à être attentif à cette France périphérique? Votre travail d'historien ou simplement parce que vous en êtes issu ou quelles sont les raisons? Oui, il y a deux causes si vous voulez. C'est que depuis les années 2010, moi, vous savez, je travaille sur le Maghreb et le monde arabe, en particulier l'Afrique du Nord. Et depuis les années 2011, on a affaire avec les printemps arabes régulièrement à des soulèvements, à des révolutions, à des révoltes. Donc c'est quand même des concepts et des situations politiques auxquelles sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, auxquelles j'ai beaucoup réfléchi. Parce que, bon, il y a la révolte du Rif au Maroc, il y a les mouvements en Égypte, au Liban, on le voit encore en Algérie actuellement, vous voyez. Bon. Et puis, il se trouve que, ça ne vous a pas échappé, que le mouvement des Gilets jaunes, il a aussi déclenché, il a initié, c'est peut-être un hasard de l'histoire, ce qui s'est passé en Algérie, au début, a pris la même forme de ces manifestations hebdomadaires du vendredi au lieu du samedi, etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se passent en regard, si je puis dire, entre la rive nord et la rive sud. Pour autant, ce qui est arrivé en France est spécifique, évidemment. Je n'en suis pas spécialiste. En revanche, je suis originaire d'une région industrielle, la Lorraine, dans laquelle j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Et j'ai vu les prodromes, les origines de cette crise sociale, les grandes fermetures d'usines, la désindustrialisation, c'est des choses que j'ai touchées de près. Et par ailleurs, pour des raisons familiales sur lesquelles je ne m'étends pas ici, il se trouve que je voyage beaucoup dans l'espace français depuis longtemps. J'ai des cousins et de la famille proche dans des régions aussi diverses que le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, l'Aveyron, et j'habite à Bordeaux. Je travaille à Paris, je suis très nomade sur l'espace français et bien sûr j'observe. J'ai fait dans ma carrière beaucoup d'enseignements de la géographie, d'histoire de la géographie économique quand j'étais en prépa HEC au Maroc. Donc tout ça m'a donné un regard, m'a donné une prédisposition et quand j'ai vu ce mouvement très brutal, tout de suite, étant à Paris le bordelais de service, tout de suite on m'a dit mais qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Et donc j'ai répondu à cette question à travers un article et à partir de là s'est enchaîné ce qui a suivi. Mais effectivement il y a à la fois de la sensibilisation, de l'observation et puis un intérêt évident.
Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Sur la base sociale des Gilets jaunes constituée de classes moyennes inférieures et populaires aussi, vous évoquez l'effacement des héritages culturels et l'installation à leur place d'une culture populaire hybride. Qu'est-ce que vous entendez par ça, cette culture populaire hybride? Bah, vous savez, la mondialisation, c'est pas un mot vain. C'est-à-dire que pendant très longtemps en France, vous avez eu dans les petites villes, bon, d'abord la France c'est un pays d'ascendance paysanne, hein, à 80 ou 90% de la France est paysanne, et elle reste paysanne pour la moitié d'entre elles jusqu'aux années 60-70. C'est depuis qu'il y a une déconstruction de la société traditionnelle française qui était restée finalement assez fidèle à elle-même malgré les révolutions politiques, l'industrialisation. On avait gardé un conservatoire très important. Et puis tout d'un coup, on a l'effondrement de cette société traditionnelle avec un exode rural massif, la recomposition. On est passé d'une société de petits entrepreneurs, de petits indépendants à l'époque, commerçants, artisans, agriculteurs, qui étaient 10 millions ou plus, à une société de salariés, et notamment de salariés modestes, voire pauvres, sans parler de l'émergence du phénomène du chômage, sur lequel on reviendra sûrement. Et donc, les gens, si vous voulez, la population dans son ensemble, elle a changé de milieu de vie, elle a changé ses habitudes culturelles, on a arrêté par exemple de produire ou de construire pour soi, et tout est devenu objet de transaction. C'est-à-dire que dans les villages, les gens construisaient eux-mêmes leur maison, vivaient eux-mêmes à partir de la nourriture qui était la leur. Il y avait aussi une culture villageoise, et cette culture villageoise, elle est à la fois faite de hiérarchie sociale, elle est à la fois faite d'histoire, elle est faite aussi d'une religion. Enfin, il y a toute une interaction qui s'est peu à peu désagrégée. Moi, c'est quelque chose, d'une certaine manière, j'ai encore connu ça dans la France des années 70. Ce monde a disparu aujourd'hui. Il a laissé place à quelque chose d'autre. Il y a une recomposition en ville, et je pense que les facteurs, quand je dis la culture hybride, c'est-à-dire qu'avant la communauté sur place, elle générait sa propre culture. Maintenant, il y a une unification qui a été faite par les médias, notamment par la radio et surtout par la télévision, qui a créé un espace culturel commun, qui était encore très dominé, si je puis dire, ou dirigé à l'époque de l'ORTF. Il y avait très peu de chaînes, il y avait une volonté de l'État et des élites d'éduquer le peuple, comme l'avait fait très longtemps l'Église catholique. Et puis tout d'un coup, dans les années 80, ce paysage éclate. On a des chaînes de plus en plus nombreuses, de plus en plus spécialisées, de plus en plus tape à l'œil, qui vont fragmenter l'espace culturel. Et puis s'ajoute à cela, bien sûr, l'incorporation au territoire français et aux populations françaises de populations venues d'ailleurs, notamment du Maghreb, mais aussi d'Afrique maintenant, ou d'Asie. On ne parle jamais des Asiatiques, mais il y a beaucoup de... Si on s'intéresse par exemple à la cuisine et à l'alimentation, on voit que chez les jeunes, l'alimentation asiatique a pris une très grande importance. Donc on a une remise en cause totale de tous les savoir-faire, le savoir-faire, la fin de l'agriculture et la fin de l'industrie de masse, la fin de l'artisanat, c'est aussi la disparition de métiers, et puis recomposition, vous voyez. Donc il ne faut pas dire que si tout est culture, comme on a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui, me semble-t-il, on peut dire que la culture des Français, elle a été totalement recomposée, et que ça participe d'une espèce de sentiment de dépossession, d'un certain sentiment d'anomie. L'anomie, c'est l'absence de sens, et c'est un peu le fait d'être un peu tous contre tous, comme des électrons dans une casserole, ou dans une éprouvette plus exactement. Voilà, donc la société a été un peu défaite, désagrégée, elle ne s'est pas encore recomposée, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'énorme qui s'est déroulé. Alors, c'est pas ça qui a donné les Gilets jaunes, mais en tout cas, c'est un symptôme de ce grand changement qu'a connu la population française dans les dernières décennies. D'accord. L'abandon de l'activité productive n'est pas étranger à la crise des Gilets jaunes, j'imagine. Est-ce que, selon vous, c'est délibéré de la part de nos élites depuis 20 ou 30 ans? Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que le pouvoir actuel en porte-t-il toute la responsabilité ou pas? Alors le pouvoir actuel, non, parce qu'il arrive à la fin d'un processus. En revanche, il est tout à fait représentatif de ce que sont devenues les élites libérales françaises depuis, à mon avis, les années 90. Vous savez, dans les années 70, il y avait encore la fin du gaullisme, qui était plutôt productiviste et industriel. Quand le choc pétrolier frappe, on lance les grands chantiers, par exemple, dans le nucléaire. Et puis il y avait un parti socialiste et un parti communiste puissant
qui, sous la houlette de François Mitterrand, avait fait le choix là aussi d'une économie productiviste, mode socialiste, mode collectiviste. Bon. Ça a duré jusqu'aux années 80. À tour de rôle, d'abord la droite sous Giscard d'Estaing devient assez libérale. Ça s'accentue en 86 avec la première alternance quand Jacques Chirac devient Premier ministre. Et puis la gauche, elle aussi, à partir de 83, abandonne aussi le modèle industriel productiviste, colbertiste, qui était vraiment dans les gènes, si je puis dire, de la classe politique française, à la fois depuis l'Ancien Régime, mais surtout depuis 1945. Donc il y a eu un abandon. À partir des années 90, les élites intellectuelles, les ingénieurs, les énarques, les dirigeants français, au sens large, optent pour un modèle de libéralisation économique, mais une libéralisation très relative, parce qu'en même temps, l'État n'a jamais pesé aussi lourd en France. C'est-à-dire qu'en gros, on passe en 20 ans, en 30 ans, on passe d'un État qui pèse 35% à un État qui pèse 55%. Donc, on a un État, à travers notamment la sphère des dépenses sociales, qui pèse de plus en plus lourd, et en même temps, une économie qui est de plus en plus mondialisée, dérégulée avec l'ouverture des frontières. Et donc, finalement, c'est ça qui va entraîner la fin de l'industrie. Parce qu'au fond, l'industrie, c'est un héritage du 19e siècle, enfin, et de toujours. Les Français ont toujours produit ce qu'ils consommaient. Ça a pris une forme industrielle au 19e siècle et ça a duré jusqu'aux années 70-80. Puis dans les années 90, on a considéré que c'était ringard, que finalement, il fallait produire là où on était bon. Et puis le reste, on allait le faire parce que ça polluait, parce que ça prenait trop d'énergie, parce qu'on n'avait pas les matières premières. On allait le faire ailleurs, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et là, alors vous me dites, est-ce que c'est un choix? Écoutez, les Allemands, si ce n'est pas un choix, en tout cas, disons que les Allemands ont fait un autre choix. Parce que les Allemands, eux, ils ont gardé une base industrielle. Aujourd'hui, en Allemagne, 30% de l'emploi est toujours industriel. En France, on est passé, en gros, dans les 30 ou 40 dernières années, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est passé d'à peu près 25 à 30% d'emploi industriel, on était même monté au-delà, on est retombé à 10-12. C'est-à-dire que les Allemands, eux, ils sont passés de 35-40 à 30, vous voyez. Et donc aujourd'hui, les Allemands, ils ont des excédents commerciaux énormes, ils sont autosuffisants, ils ont évidemment un excédent budgétaire. Nous, on a les doubles déficits, on a un déficit à la fois budgétaire, bien sûr, ça c'est connu, parce qu'on finance notre économie sociale à crédit, 2000 milliards de dettes accumulées, hein, donc 2300, 2400, donc on ne peut pas dire que c'est le gouvernement actuel, puisque c'est un très très long travail sur 40 ans qui s'est fait, comme si on sortait d'une guerre, alors qu'il n'y a pas eu de guerre en réalité, à part des petites guerres qui ont été menées au Moyen-Orient, mais ce n'est pas ça le problème. Et donc finalement, oui, il y a eu un choix. Il y a eu un choix idéologique et il y a eu un choix capitalistique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui possèdent des capitaux en France ont voulu les placer dans des activités à haut rendement. Ils ont trouvé que l'industrie, ça faisait du 4-5%, et eux, tout d'un coup, ils se sont fixés la barre des 10-15%. Et pour avoir 15% de rentabilité, vous ne pouvez pas rester dans l'industrie. Ou alors, il faut le préparer longuement à l'avance, mais là, on veut une rentabilité rapide. Vous voyez. Donc, mais en vous écoutant, j'ai envie de vous demander, est-ce que finalement, c'est pas aussi le début, ça ne correspond pas, et c'est simultané à l'affermissement de l'Union européenne, avec Maastricht, avec 92 et le reste, où on lance vraiment la France et l'Union européenne, hormis l'Allemagne, vous l'avez dit, mais c'est peut-être aussi du protectionnisme stratégique de l'Allemagne dès ces années-là. Est-ce que ça ne correspond pas finalement à cette période, à ce changement idéologique? Ça correspond tout à fait à cette période, puisque c'est les mêmes élites françaises qui ont décidé en réalité de ces changements. Vous savez, l'acte unique européen qui a été négocié par, de mémoire, Jacques Chirac et ses premiers ministres, et ses proches, enfin oui, sous la hullette à l'époque de François Mitterrand. Puis ensuite Maastricht et la création de l'euro. Et puis la création de l'Union européenne, c'est-à-dire du grand marché, qui a été fait au lendemain de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire au début des années 90, à un moment où les Français paniquaient devant la reconstruction, la réunification de l'Allemagne, ont décidé de la noyer dans la construction européenne. Et ça a été voulu, pas par les élites allemandes, ça a été voulu par les élites françaises, qui l'ont imposé à toute l'Europe, et ça date exactement de ce fameux tournant libéral. C'est les élites françaises qui ont entraîné toute l'Europe dans
les Anglais ont refusé. Parce qu'on accuse les Anglais toujours de libéralisme, d'ultralibéralisme. Les Anglais ont refusé l'euro, les Anglais ont refusé beaucoup de choses. Ils ont refusé aussi la libre circulation, Schengen, etc. Les Allemands finalement ont accepté parce qu'ils se sont dit, c'est vrai qu'on se réunifie, on devient très très gros par rapport à la France, donc on va leur donner des compensations. Mais ils ont posé des conditions sur l'euro. Ils ont posé des conditions. Des lourdes conditions. C'est que l'euro soit sous leur contrôle chez eux, bien sûr. C'était la manière la plus efficace d'être à Francfort, de garder la main sur la Banque Centrale Européenne. Et donc à partir de là, oui, bien sûr, c'est logique puisque c'est les mêmes personnes qui ont fait ces choix stratégiques pour la France, qui ont fait le choix stratégique pour l'Union européenne et qui se sont rêvés finalement en se disant la France va devenir la première puissance, va continuer comme dans les années 50 et 60, à la grande époque de De Gaulle, à piloter le projet européen. Malheureusement, les choix économiques qui ont été faits à l'époque, on voit qu'ils ont donné les clés à d'autres et notamment aux Allemands. Mais est-ce qu'on ne perd pas à ce moment-là, finalement, nos élites, est-ce qu'elles ne perdent pas de vue la France à ce moment-là? Elles sacrifient la nation sur l'autel de la mondialisation. Est-ce qu'il y a quand même une volonté aussi de déconstruire la France, vous l'avez dit, culturellement, mais aussi économiquement, peut-être? C'est clair que l'Union européenne est vue comme une étape de l'unification de l'Europe, pas seulement du point de vue du grand marché, mais du point de vue aussi des populations, l'adoption par exemple de l'anglais comme la langue unique. On va se retrouver bientôt dans une situation très drôle où l'anglais va être la langue des Européens alors que seule l'Irlande, qui a 4 millions d'habitants, parle l'anglais dans l'Union européenne. Alors que le français avait été consubstantiel de la construction européenne avec l'allemand bien sûr et avec l'anglais. Les Allemands, comme tous les peuples d'Europe du Nord, ont choisi l'anglais, et nous finalement aussi. Donc les Italiens, les Espagnols, tout le monde s'est dit, puisque les Français eux-mêmes renoncent à la langue anglaise, à la langue française, on va choisir l'anglais. Donc ça c'est intéressant effectivement, ça fait partie de l'idée qu'on va créer une civilisation universelle à partir de l'Europe. On connaît très bien le projet des Lumières, il y a une cohérence, le projet libéral aussi, mais qui fait partie intégralement du projet des Lumières. Le libéralisme économique, c'est un pan de ce grand projet libéral, et les élites françaises, effectivement, qui ont été très longtemps rétives par certains côtés du fait de l'histoire de France, du fait de l'histoire de l'Église catholique, du fait de l'histoire de la monarchie, du fait de l'histoire de la Révolution, de la laïcité. Enfin, il y a tout un tas de choses qui convergent à De Gaulle finalement pour dire que le nationalisme français a une histoire particulière et qui n'est pas soluble dans la mondialisation. Et à un moment donné, effectivement, les élites qui sont nées après-guerre, qui n'ont pas été très européennes dans leur jeunesse, mais vont finalement adopter en milieu de vie ce projet et vont devenir les turiféraires. La construction européenne étant évidemment incarné par Jean Monnet aussi. Absolument. Oui, mais ça c'est l'autre génération. C'est la génération qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui disait, bon, il faut trouver les voies et les moyens de ne plus jamais recommencer et de fraterniser avec les Allemands. On comprend parfaitement pourquoi ils l'ont fait. Mais à la génération d'après, on est monté en gamme, si je puis dire. On est allé au-delà et effectivement la construction européenne vue comme un moment de la création d'un monde mondialisé, d'une unité mondiale, et nos élites bien sûr elles ont la tête là-dedans, sauf que et ça c'est le mouvement des Gilets jaunes qu'elle révèle, au passage ils ont oublié tout ou partie de la population et du peuple français. Alors vous me donnez la transition toute rêvée parce que je voudrais vous demander comment expliquez-vous ce passage du prolétaire idéalisé dans les années 70 au mépris après perceptible dans les élites de ce mouvement des Gilets jaunes et du peuple bien avant. Voilà. Comment vous l'expliquez ce chamboulement idéologique? C'est vrai que c'est... Alors, il y a les deux. Il y a toujours eu chez les élites françaises, si on remonte à l'Ancien Régime, un mépris pour les ploucs. Le mot plouc. On connaît l'origine du mot plouc, c'est les paysans bretons dans leur paroisse, etc. Oui, les manants, bon, de toute manière, toutes les élites urbaines dans l'histoire de l'humanité ont méprisé les populations paysannes, etc. La Révolution française, quand même, n'a pas brisé cette histoire du mépris social, du mépris de classe, mais elle a quand même, si vous voulez, au fur et à mesure que c'est... D'abord, il y a eu les régimes qui ont été issus de la Révolution,
notamment le régime bonapartiste, ça a été un régime basé sur le pouvoir du peuple. Même si c'était un pouvoir plébiscitaire, que ce soit le premier ou le second empire, l'amour par Napoléon de ses soldats ou par Napoléon III des milieux populaires, hein, l'extinction du paupérisme, etc. Bon, il y a eu ces préoccupations. Ensuite, il y a eu les préoccupations sociales chrétiennes, catholiques, et puis les préoccupations sociales socialistes et communistes. Et donc, au fur et à mesure que la République a créé quand même des institutions, et notamment l'école, pour prendre en charge l'ensemble. Il y a un projet d'éducation du peuple dans la construction de la République, projet d'éducation du peuple. Donc tout convergeait finalement. Le christianisme, le socialisme, le républicanisme, même le bonapartisme, je le disais, qui est une version du nationalisme français, convergeait pour avoir une politique comment dirais-je, d'intégration du peuple, de toutes les couches sociales. Et au XXe siècle, d'abord le socialisme puis le communisme ont porté au nu la figure effectivement de l'ouvrier qui est apparue alors chez les marxistes comme la classe. Il ne faut pas oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale et l'épisode de Vichy et de la Deuxième Guerre mondiale, le marxisme est devenu l'idéologie dominante, notamment dans les milieux académiques universitaires. Hein. Ça n'a jamais été la seule, mais en tout cas à l'université ça a été très puissant, dans l'Église catholique aussi, notamment chez les évêques. Hein, plus de la moitié des évêques étaient proches au Parti communiste en 68. Donc dans de très larges fractions de la population, des élites, il y a eu cet entichement pour la figure ouvrière. Et je crois que 68 a été une rupture, parce que 68, ça a été la grande peur sur la ville. Il y avait les étudiants qui faisaient leur monôme très bien à la Sorbonne, à Nanterre, 200 000 étudiants à l'époque à peu près, 200 à 300 000 étudiants qui étaient les enfants de la bourgeoisie, qui avaient leur propre logique, finalement ça ne gênait personne. Mais quand la grève générale a été proclamée, il y a eu des rémanences avec des millions de personnes qui ont fait grève dans toutes les usines de France, en Seine-Saint-Denis, à Paris, etc. Je crois qu'il y a eu la rémanence tout d'un coup dans le cerveau reptilien des classes dominantes en France de toute l'histoire révolutionnaire française. Cette histoire révolutionnaire française à laquelle on avait voulu mettre un terme en 1945, une fois pour toutes, en créant la sécurité sociale et l'État social, le fameux compromis entre les gaullistes et les communistes. Et tout d'un coup, on a pris conscience que ça risquait de recommencer et de basculer à nouveau dans une révolution socialiste, voire les communistes. Alors les communistes ont freiné, mais je crois que là, il y a eu un déclic. Ce déclic a entraîné la décentralisation. On a abandonné l'industrie dans les villes d'abord, on a décentralisé, et puis dans les 20 ans qui suivent, on va petit à petit, on va désindustrialiser le pays, on va, bref. Et là, donc, je crois qu'il y a un effet de décristallisation qui s'est opéré. Ça correspond à la fin du monde paysan, ça correspond à l'exode rural, ça correspond à la création du salariat de masse, ça correspond au changement de structure culturelle dont je vous parlais tout à l'heure, ça correspond à la décristallisation, bref, un changement complet de la contexture du tissu qui constituait jusque-là la France, et finalement l'ouvrier dans tout ça, comme le paysan et l'ouvrier, sont apparus comme des figures ringardes, la création du beauf. Hein, moi j'aime beaucoup Cabu, mais enfin c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Et donc finalement la création de ce personnage, c'est le retour au plouc, le beauf finalement. Et le beauf finalement c'est celui qui est en trop, c'est celui qui n'est plus de son temps. Et donc finalement dans l'esprit des années 70-80, la modernité elle est urbaine, elle est féminine, elle est du côté du design, elle est du côté de la mode, elle est du côté du cinéma, elle est du côté de la musique, de ce qu'on appelle aussi la sphère culturelle aujourd'hui. Elle n'est plus dans les figures, ni dans les figures de l'autorité, le prêtre, le prof, le général, etc., ni du côté de l'Église, bien sûr, ni dans les figures d'une certaine soumission, de la longue tradition, de la transmission des métiers, que ce soit les métiers de la terre ou que ce soit les métiers au sein de l'usine ou de l'atelier. Vous voyez ? Donc, ce changement culturel, il s'opère par transitions successives, mais en tout cas, au début du XXIe siècle, on est là-dedans. Et donc finalement, l'ouvrier, c'est celui qui est apparu
finalement comme un boulet. On a même dit à un moment donné, dans les années 90, on a dit c'est fini, il n'y a plus de travail, et puis c'est la fin de l'ouvrier, comme on a dit, c'est la fin des campagnes. Le problème, c'est que le nombre d'ouvriers en France, il est passé de 8 millions à 7 millions, et que donc ces gens n'ont pas du tout disparu, que les classes populaires ont persisté, simplement elles sont devenues de moins en moins visibles dans les villes, puisque l'immigration, pour beaucoup, si on prend le cas de la région parisienne, c'est tout à fait symptomatique. Les classes populaires françaises qui étaient là depuis le 19e siècle sont rentrées chez elles, ont quitté la grande métropole quand les usines ont fermé. Il ne faut pas oublier que la Seine-Saint-Denis, c'était la deuxième région industrielle d'Europe après la Ruhr. Hein, c'était presque 1 ou 2 millions d'emplois, c'était gigantesque. Tout a fermé, les gens sont partis et ils ont été remplacés progressivement par une immigration importante qui, elle, n'a pas pu partir, elle est restée sur place. Il y a eu des compléments et donc finalement les élites qui habitent dans les villes, et là il faut mettre en parallèle le phénomène de métropolisation, elles n'ont pas vu que toute une partie subsistante du peuple français vivait dans tout un tas de régions qu'elles ont oubliées parce que finalement là aussi c'était devenu ringard. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui vont passer leurs vacances en Picardie, en Champagne, en Normandie intérieure, dans le Massif central, etc. Tout ça apparaît dans les Vosges et on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Et donc finalement, là on a eu finalement la périphérisation, ringardisation de toute une partie de la population qu'on a vu réémerger lors des récents événements. Alors, vous décrivez une France morcelée géographiquement, vous venez d'en parler, fragmentée socialement encore à parler, et éclatée culturellement. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut recoller les morceaux ou pas, selon vous, aujourd'hui? Il va bien falloir. Il va bien falloir parce que si on ne recolle pas les morceaux, quand les morceaux sont décollés en histoire, ça se termine mal en général. Puisqu'il y a des recollages forcés qui s'opèrent ou bien des mouvements d'implosion, de décomposition ou des fragmentations. Donc oui, clairement, il va bien falloir qu'à un moment donné, moi je prends souvent ce chiffre qui est qui moi m'intéresse, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous savez, les métropoles, il y en a 11 ou 12 en France, ces grandes métropoles, et elles produisent la moitié de la richesse nationale, sachant que l'Île-de-France en produit un tiers. Tout ça sur 5 à 10% du territoire. Ça veut dire qu'en gros, 90% du territoire produit 50%. Et donc, on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a probablement la moitié du territoire qui est totalement sous perfusion, qui ne produit pratiquement rien et qui vit donc sous la perfusion des métropoles et des régions riches, qu'elles soient agricoles, industrielles ou tertiaires ou autres, peu importe. Ça va pas. Ça va pas parce que on ne peut, ou alors il faudrait abandonner l'ensemble de ces territoires et puis les rendre à la nature et puis concentrer tout le monde au même endroit. Pourquoi pas? Mais il va falloir faire des choix. Soit on fait un choix d'abandon, c'est-à-dire on dit bah voilà, on abandonne des pans entiers du territoire, soit on fait un choix... Est-ce que c'est pas le cas en ce moment? Un peu avec les services hospitaliers, avec les services médicaux, les non? C'est fait sans le dire en tout cas. C'est fait sans le dire. Effectivement, quand vous enlevez des maternités dans un territoire, vous menez une politique malthusienne. Vous dites aux gens, ne faites pas d'enfants, parce que de toute manière, dire aux gens d'aller accoucher à 150 km, c'est un peu bizarre, ou plus. Donc, c'est un peu ce qui est fait de manière sauvage. Récemment, j'avais un débat avec M. Oliven à Réplique, et il disait, mais enfin, l'Allemagne... ils ont 2 fois moins d'écoles que nous, et donc nous, si on avait des grandes écoles, ce serait beaucoup plus performant, donc il faut accélérer les fermetures d'écoles. En réalité, j'allais dire c'est stupide, parce qu'on a un territoire qui est 2 fois plus grand en France. On a un territoire qui est 2 fois plus grand que l'Allemagne, et donc il est normal que les enfants, a priori un enfant, ça va à l'école à pied. Enfin, bien sûr, il faut utiliser aussi le bus, il y a des ramassages scolaires, mais on voit pas... Proximité. Voilà, la proximité. Ouais. On ne voit pas un enfant faire 1 heure ou 1 heure et demie de transport, ou 2 heures de transport par jour. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des écoles réparties. Donc comme on a un territoire très grand, que d'ailleurs les autres Européens nous envient, les Européens du Nord, les Anglais, les Allemands, les Hollandais, les Italiens aussi, on a un territoire très grand, et donc soit on prend en compte ce territoire, et on décide
de l'aménager comme ça avait été le cas au lendemain de la guerre, hein, parce que la problématique pareil des airs français, elle n'est pas nouvelle, ça avait déjà été évoqué bon, à l'époque. Sauf qu'à l'époque, on était dans une France de 40 millions d'habitants, 39 même. Maintenant, on est dans une France de 65 millions d'habitants. Donc on a de quoi peupler le territoire. Alors les plus ultras disent qu'il faut même aller à 100 millions d'habitants, il faut accroître. Bon, on n'arrive pas déjà qu'on laisse à peu près 8 ou 9 millions ou 10 millions de personnes dans la pauvreté. On aurait peut-être déjà intégré ces personnes avant d'aller plus loin. Mais en tout cas, la prise en compte du territoire, soit, encore une fois, on abandonne des pinceaux, soit on décide de le faire et il faut revenir à des organismes, alors pas de planification à la soviétique, mais des outils de planification intelligents et de notre temps pour répartir les services, répartir les administrations et répartir la production là aussi. Hein. Alors, de toute manière, on est passé en gros de 7 millions de paysans à 400 000 en 60 ans. On va vers les 200 000. Or, pour prendre ce seul exemple hein, de réincorporation économique, humaine et sociale du territoire, probablement il va falloir nourrir 2 à 3 milliards d'habitants en plus, il va falloir les nourrir mieux, il va falloir sortir de l'étau de la production agricole industrielle et donc naturellement il va falloir probablement recréer une activité agricole alors moderne qui ne sera pas la ferme du 19e siècle mais recréer une activité agricole qui occupe l'espace avec les animaux, avec la production et donc les gens et donc desserrer l'activité et la reconstruire et donc ça on a la chance d'avoir un immense espace, c'est pareil pour la mer, c'est pareil pour les littoraux, c'est pareil pour tout un tas de choses. Mais il faut le vouloir parce que spontanément les mécanismes du marché vont vers la disparition de l'agriculture en France. Les Hollandais font toujours mieux avec des tomates élevées verticalement dans des pièces surchauffées. C'est bien ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas un vieux pieux finalement avec cette politique néolibérale voulue par nos élites et encore plus par Emmanuel Macron finalement, l'abandon des territoires, cette politique de reterritorisation. Il faut le vouloir. C'est-à-dire que soit il y a une volonté politique de. Est-ce qu'elle n'est pas contraire cette volonté politique aux vœux que vous exprimez? De toute manière, là il y a un clash des. Il y a un clash non pas des civilisations, mais un clash des représentations. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toute une partie des élites françaises, dont le macronisme est une bonne illustration. En tout cas, les gens qui sont derrière lui, les cadres, les têtes pensantes, je veux dire. Les électeurs ont 1000 motivations, mais les têtes pensantes, effectivement, continuent le projet initié par la France, par les élites françaises des années 90, qui est de construire un monde libéral dont l'Europe est une sorte d'avant-garde. Bon, le problème, c'est que le reste du monde, apparemment, ne prend pas du tout le même chemin, ni la Chine, ni les États-Unis, depuis l'élection de Trump, parce qu'on peut penser que Trump, effectivement, c'est un accident de l'histoire, mais s'il donne un tournant qui devient une inflexion, un virage définitif, on va être de plus en plus isolé. Les Anglais, d'ailleurs, sont en train de quitter le bateau. L'Allemagne est protectionniste. Tout à fait. Le Japon, n'en parlons pas. Donc, on ne pourra pas être les derniers libéraux du monde parce que sinon on se fera dévorer. Mais en tout cas, au niveau de nos élites, il y a ces représentations sont dominantes encore. Je pense qu'aussi bien au Parti Socialiste qu'à droite, que chez les Républicains, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Voilà. La question c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut relancer l'emploi en France, dont on n'est jamais sorti du piège du chômage, on nous dit que ça baisse, mais ça baisse par rapport à un niveau absolument inimaginable. 3 millions de personnes au chômage et 3 millions en semi-activité. Hein. Donc qu'est-ce qu'on veut pour le territoire? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut réincorporer toute une fraction du peuple qui a montré son mécontentement et sa souffrance? Alors la réincorporation, elle passe par l'école, elle passe par l'économie, elle passe par tout un tas de mécanismes. Là, il y a vraiment un choix à faire. Il y a des choix à faire sur l'agriculture, il y a des choix à faire sur les transports, il y a des choix à faire sur la résidence, puisque on nous explique que le mode de vie qui a été choisi, qui a été vendu aux Français à grands coups de publicité de maisons de maçons et de crédits bancaires, ce projet d'habiter par exemple dans la France pavillonnaire, à l'heure de l'écologie, c'est un véritable scandale. Sauf qu'on a fait construire des millions, voire peut-être, je ne sais pas combien il y a de pavillons en France, mais il y en a plus de 10 millions. Ces 10 millions de pavillons, on a forcé les gens à le faire, on leur a dit il faut construire.
vous êtes jeune, il faut avoir un projet, il faut construire. Allez construire une petite maison qui ne vaudra plus rien dans 25 ans, mais c'est pas grave, vous l'aurez pour votre vie, ce sera votre projet d'épargne. En réalité, le projet d'épargne se transforme en fiasco, puisque au moment de leur retraite, il ne reste pas grand-chose et ils ont payé aussi cher, voire plus, que s'ils avaient pris un loyer. Mais donc, ce modèle voiture, supermarché, cité pavillonnaire, transport, etc., c'est un modèle anti-écologique. Alors, est-ce qu'on continue là-dedans ou bien est-ce qu'on revient à quelque chose de plus raisonnable à partir du très vaste territoire dont on dispose? C'est faisable, mais là, ça ne sera que des choix. C'est des choix très politiques. Alors moi, je voudrais qu'on rebondisse sur ce choix politique. Je voudrais vous entendre sur cette volonté forcenée qu'Emmanuel Macron a de continuer à pousser, à mettre la France sous les fourches codines de l'Union européenne, alors que vous l'avez dit vous-même, l'Angleterre et d'autres pays ont commencé à faire un peu marche arrière, ou du moins se protègent. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a derrière la tête, alors qu'il est de plus en plus seul aujourd'hui dans cette volonté-là, du moins en Europe? Mais vous savez, c'est normal parce qu'il est l'héritier des élites françaises, qu'elles viennent de la gauche ou de la droite, du Parti Socialiste ou des Républicains, le projet de Michel Rocard, le projet d'Alain Juppé, le projet finalement que Jacques Chirac a validé lui aussi, le projet de François Hollande, enfin on pourrait énumérer… Jacques Delors. Oui, c'est ça. Donc finalement, il est à l'intersection, au centre, il est à l'intersection de ce que les élites françaises, mais vraiment dans leur acception pas la plus large, mais la plus pensante, la plus dirigeante, ont fabriqué depuis 40 ans, depuis 50 ans. Hein. Il y a eu la construction de l'ENA par De Gaulle au sortir de la guerre, il y a eu la fabrication des énarques, il y a eu le fait que les énarques ont pris l'ascendant sur les ingénieurs et sur les officiers. Les officiers ne servaient plus à rien après la guerre d'Algérie, les ingénieurs à la désindustrialisation, ils ne servent plus à rien non plus. Donc il nous faut des juristes, des communicants, c'est le règne bien sûr de Sciences Po Paris et des IEP. Les intellectuels ne servent plus à rien parce que finalement les profs c'est plutôt embêtant qu'autre chose et l'église on peut s'en passer. Et donc finalement les clercs, les officiers et les ingénieurs étant mis de côté, on a fabriqué le monde du droit. L'état de droit, l'Union européenne, qui est une construction intellectuelle très belle. La gouvernance des juges. La gouvernance des juges, exactement. Et donc finalement, on en est là. Et c'est les Français qui ont inventé ça. C'est pas, vous dites, les Français ou Emmanuel Macron sont soumis à l'Union européenne. Mais ils sont l'Union européenne. Ils sont l'Union européenne. On voit bien que les gens d'Europe de l'Est ne sont pas d'accord. Que les Allemands, ils disent de toute manière cause toujours, moi j'ai mon projet industriel, je continue, et moi mon rival c'est le Japon, etc. Et puis je pèse économiquement. Et je pèse, et je finance en plus grandement le projet européen. Les Anglais, eux, n'en veulent pas, et les peuples européens de la Méditerranée sont très affaiblis. L'économie italienne, elle reste très dynamique par rapport à la nôtre, mais enfin les structures démographiques font que l'Italie va beaucoup régresser dans les années à venir. L'Espagne, elle a été sonnée par la crise de 2010-2011, la Grèce, n'en parlons pas. Donc, au fond, les élites françaises, dont Emmanuel Macron est une bonne incarnation, mais il y a plein de monde autour de lui, elles sont sur la prolongation de ce projet. Alors, soit ça va continuer comme ça, c'est-à-dire finalement les gilets jaunes, tout ça, c'est un accident de l'histoire, c'est une scorie de l'ancien temps, on va continuer et à la fin tout le monde sera heureux, ce sera la mondialisation heureuse, au moins en Europe, etc. Ou bien un accident de l'histoire va intervenir, par exemple une crise économique majeure qui va littéralement sonner les acteurs économiques, parce que la dernière fois qu'il y a eu cette crise, c'était en 2008, mais on a pu, comme on n'était pas encore trop endetté, on a pu s'endetter d'une manière considérable. À coût de centaines de milliards d'euros, on a pu surmonter la crise. Cette fois-ci, ça va être très dur de recommencer la même chose. Voilà, donc il peut survenir un accident comme ça peut être aussi un accident géopolitique, avec une guerre au Moyen-Orient, un choc sur le pétrole, si l'Arabie Saoudite se retrouve en très grande situation face à l'Iran, enfin on ne sait pas ce qui peut se passer. Et à ce moment-là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, c'est-à-dire qu'il faudra bien proposer quelque chose pour sortir de la crise et sortir de la crise collectivement
et donc peut-être proposer un projet politique. Mais on a l'illusion depuis une quinzaine d'années que les choses que l'on a fabriquées dans les années 80 et 90 vont pouvoir durer. Mais c'est l'histoire de l'humanité, on a toujours envie que ça dure. On se dit on verra bien plus tard ou les générations d'après. Mais il y a un moment où on arrivera à ce terme. On n'y est pas encore, mais ça peut survenir rapidement. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, est-ce que ce n'est pas le début de quelque chose? On voit que beaucoup de corporatisme et de classes et de gens sont en train de se mettre dans la rue, appellent à une grève le 5 décembre prochain. Est-ce que déjà il n'y a pas une convergence des luttes? Et on le voit aussi, on le voit au Chili, on le voit en Équateur, on le voit dans ces pays-là. C'est aussi une cotation, une politique néolibérale aujourd'hui. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes en France n'est pas le début de cette contestation profonde, massive de la politique néolibérale? C'est possible, mais encore une fois, cette politique néolibérale, elle est très ambiguë en réalité, surtout en France. Parce que quand on fait du néolibéralisme aux États-Unis ou dans d'autres pays, on a un système social très, très modeste. Nous, on a un système social considérable. Donc on a, ce que je dis dans mon livre, on a inventé l'économie sociale hors marché. C'est-à-dire que les Allemands se vantaient dans les années 60 d'avoir inventé l'économie sociale de marché. C'est-à-dire qu'ils avaient à la fois les avantages du capitalisme et du libéralisme en termes de croissance, d'efficacité, de progrès technologique, et ils avaient les avantages du socialisme en termes de protection des individus, etc. Donc l'économie sociale de marché, c'était un bon mixte. Finalement, nous, on a une économie sociale hors marché qui fonctionne, qui carbure à l'endettement, parce qu'on a la bulle et la protection sociale la plus importante du monde, faut le dire. C'est pas pour ça que c'est normal qu'il y ait une immigration très importante vers la France, puisqu'on offre des conditions à notre population et aux gens qui résident sur le territoire français qui sont exceptionnelles en termes de protection des mères, des enfants, etc. Bon. Et en même temps, comme on ne produit plus, ou en tout cas insuffisamment, on doit s'endetter. Et donc chaque année, la France s'endette de 60 à 80 milliards de plus. C'est-à-dire que ce système est financé par la dette. Et donc c'est un libéralisme qui repose sur de l'endettement causé par une dette sociale. Donc c'est un drôle de libéralisme entre nous. Donc le néolibéralisme, il est d'un côté on est libéraux parce que tout circule à peu près librement, les capitaux, les marchandises, etc. Et en même temps, c'est bâti sur une pyramide de dette qui est due à des dépenses sociales. Donc c'est une sorte de libéral socialisme. Enfin c'est très bizarre. Bon. Mais en tout cas, comme disait Keynes, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc il y a un moment, il faudra ajuster les deux. Il faudra ajuster les dépenses, et il faudra ajuster les dépenses sociales notamment, et les dépenses publiques, mais surtout sociales, puisque ça représente un tiers du PIB, un tiers de la richesse nationale est dépensée socialement. Et ajuster aussi avec ce qu'on gagne, avec ce qu'on produit. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, et c'est là qu'en cas de choc, si on ne peut pas remettre au pot de l'endettement, il faudra faire des choix drastiques. Voilà. Et probablement, vous savez, on dit souvent qu'en crise, on dit souvent qu'en France, dans l'histoire, que ce soit dans l'Ancien Régime ou maintenant, enfin disons à la période contemporaine, c'est toujours, on n'arrive pas à se réformer en dehors d'un choc, d'une véritable tétanie. Il a fallu qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on sorte de la Troisième République et finalement qu'on sorte de l'Empire colonial et que De Gaulle invente une république qui est un régime stable. Il a fallu la Révolution française pour qu'on mette fin aux abus, aux excès de l'Ancien Régime, etc. etc. Donc il est possible qu'il faudra une crise tout à fait majeure, malheureusement, pour sortir des impasses dans lesquelles on est. Mais il est de l'œuvre et du comportement normal, je dirais, de toutes les bourgeoisies du monde de prolonger la situation dans laquelle on vit et dans laquelle un certain nombre de catégories sociales vivent parfaitement bien. Ils sont totalement indifférents du fait de leur vie, à la fois à l'endettement, à la fois aux conséquences sur l'environnement du fonctionnement général et du fait qu'un certain nombre et elles ont bonne conscience parce qu'elles se disent finalement, bon les pauvres c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais en même temps on leur donne un tiers du PIB donc tout va bien. Mais non, ça va pas si bien. Une dernière question, c'est pas pérenne. Une dernière question sur les gilets jaunes. Moi j'ai été surpris par la capacité fulgurante d'apprentissage de certains gilets jaunes
qui ont remis, qui sont réappropriés finalement l'histoire de leur nation, ou du moins en partie. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce mouvement, et est-ce que vous pensiez qu'il allait durer si longtemps? Parce qu'on est pratiquement à un an là. C'est quoi qui vous a marqué dans ce mouvement? Alors, c'est pas un mouvement qui a marqué par son ampleur, parce que on dit que les jours les plus importants, il y a eu 300 ou 400 000 personnes dans les rues. Donc, dans un pays de 60 millions d'habitants, c'est pas énorme. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'espèce d'effet de correspondance entre ce que les gens... Parce qu'il fallait un certain courage pour aller dans la rue. Il fallait y aller au début parce que d'abord, il n'y a que des coups à prendre. Bon. Et puis de plus en plus, il n'y avait que des coups à prendre. Bon. Ensuite, il a fait froid. Ensuite, il y a eu les tirs. Il y a eu beaucoup de blessés, etc. Mais en tout cas, absolument. Puis ensuite, les PV. Bon. Donc, mais par contre, ce qui était frappant, moi, c'était l'adéquation entre ce mouvement et l'opinion publique. C'est très frappant quand même. J'entendais ce matin à la radio un commentateur qui disait « Oh, bah ça y est, les pauvres gilets jaunes, ils ne sont plus soutenus que par 47% de l'opinion. » C'est comique quand on sait que le gouvernement et le président sont soutenus par à peine 30% et que les leaders de l'opposition ont rarement plus de 15 ou 20%. Donc c'est comique qu'on plaigne un mouvement qui est soutenu par 47%. Mais ça, c'est un an après. C'est-à-dire qu'il y a un an, enfin disons en novembre, décembre, janvier l'année dernière, disons janvier 2019, on était encore avec des taux d'approbation de 80%. C'est-à-dire que ça veut dire que la quasi-totalité, enfin le peuple dans son ensemble, si on... La France périphérique. J'aime bien la définition de Onfray, il dit le peuple, c'est ceux qui sont gouvernés, hein, c'est ceux qui font l'expérience d'être gouvernés. Les autres, ils gouvernent, plus ou moins, mais voilà, il y a la bourgeoisie, finalement, elle domine, elle gouverne. Et puis les autres sont gouvernés. Et tous ceux qui étaient gouvernés ou qui se sentaient gouvernés, ils étaient pour, même s'ils n'y allaient pas. Et ça, moi, c'est ça qui m'a frappé. Alors que ça vienne par là-dessus, comme vous dites, en cohérence avec toute une partie de l'histoire de France, où il y a toujours à chaque génération, ou en tout cas à chaque grande période, il y a toujours un moment où il y a des gens qui se lèvent pour dire non, collectivement de surcroît. C'est pas un individu, c'est non. C'est assez impressionnant, mais vous savez, les choses se transmettent dans les familles, dans les histoires familiales, pas seulement par la littérature et par l'extérieur, ça vient souvent de l'intérieur. Donc c'est pas une réappropriation, je crois que les Français, ils sont assez râleurs, ils sont assez critiques, ils sont assez dans l'autodérision, ils sont assez même dans le dénigrement. Donc il y a quand même une mentalité très particulière et qui véhicule finalement une certaine contexture sociale, une certaine vision du monde. Et là, quand ils ont eu collectivement l'idée ou l'impression que trop c'était trop, qu'il fallait y aller, il y en a qui sont allés, mais avec le soutien de tout le monde. Ça, c'est très impressionnant. Maintenant, il est évident que c'est pas en allant jeter des pavés sur les Champs-Élysées que les choses pouvaient changer politiquement, mais en tout cas, tout le monde a pris conscience du blocage dans lequel on était, des insatisfactions et aussi du fait que toute une partie du peuple se sent délaissée, se sent abandonnée et n'a pas de projet. Donc il va bien falloir vendre des projets à ce peuple pour le mobiliser. Alors c'est là que la politique revient. Et c'est là que les professionnels de la politique vont reprendre la main parce que ce sont eux qui vont proposer des choses, probablement. Alors, une dernière question, toute dernière question, parce que j'ai envie de vous entendre là-dessus. Certains disent, notamment Marc-Anne Devel, le journaliste qui a écrit sur les réseaux secrets de Macron, nous disait en interview, Macron cherche le clash social. Ou François Boulot aussi nous disait, c'est la stratégie du chaos. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, dans cette politique néolibérale qui ne passe pas tout de même ici en France, on le voit de plus en plus, est-ce que vous pensez qu'il irait, ou cette élites néolibérales peuvent aller jusqu'au clash pour imposer à un moment donné cette politique, ou pas? Bah écoutez, on n'est pas passé loin du clash l'année dernière et finalement on a vu un président de la République, un gouvernement et des élites qui d'une certaine manière quand même ont temporisé. Elles ont temporisé par étapes, mais finalement elles ont temporisé parce que vous leur auriez dit comme ça à froid, il faut mettre 15 milliards sur la table. Ça aurait été des cris d'orfraie épouvantables, on aurait juré que c'était absolument impossible. Finalement, des réformes ont été repoussées, de l'argent a été mis sur la table, des discours beaucoup plus sympathiques ont été tenus
et une certaine politique du respect, je dirais, verbal, a été réinstaurée. Donc, vous savez, le clash en France, ça se termine, comme disait le président Sarkozy, ça se termine par la tête du roi sur la table. Hein. Donc, et ça, tous les dirigeants français le savent. Enfin, on se rappelle de Gaulle à Baden-Baden, on se rappelle des propos très attentionnés de Mitterrand, etc. Donc, voilà, si vous êtes dirigeant de la France, vous ne pouvez pas vouloir aller au clash parce que ça peut se terminer très mal. Or, la politique néolibérale, c'est ce qu'elle déteste. Elle n'a pas besoin de... Je suis sceptique sur cette théorie. Alors, vous parlez des événements à venir et notamment de la grève générale annoncée. Moi, je ne suis... Si vraiment on rentrait dans une... C'est une hypothèse à ce stade. Si vraiment on rentrait dans une grève générale dure, que les Français, par exemple, les Franciliens ne puissent pas partir en vacances de Noël, etc., je ne vois pas un gouvernement tenir. C'est d'ailleurs le pari que font les syndicats, me semble-t-il. Je ne vois pas parce que, vous savez, les hommes politiques, ils gouvernent un peuple par idéologie, parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont des intérêts. Mais il y a un moment, si leurs intérêts politiques notamment rentrent en divergence avec ceux de la majorité, ils sont obligés de reculer. Enfin, c'est le principe même de la démocratie. Ou alors on change de système. Je ne pense pas qu'on en soit là en France et je ne pense pas que ce soit les menaces qui pèsent sur nous.